Ça veut dire le bienheureux homo pigeon. Le bienheureux homo pigeon. Donc je dois avoir un ancêtre qui élevait des pigeons. Et j'en hérite de ce nom, et je me présente souvent comme ça pour souligner que nous sommes tous des héritiers. Pas forcément héritiers d'un capital ou de sommes d'argent, mais héritiers de certitude, de savoir, de représentation, et d'un certain nombre de représentations qui peuvent être erronées, qui peuvent être contraires à ce que les sciences sociales ou la science nous démontrent. Et sur la question de ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est que les rapports hommes-femmes, eh bien nous avons de nombreux héritages, et nos publics ont de nombreux héritages. Personne ne peut se dire préservé. Nous venons tous d'une société dans laquelle l'inégalité a été une des caractéristiques, et personne ne peut se dire préservé de cela. Et que si on ne fait pas un effort pour se détacher d'un certain nombre d'héritages, eh bien, sans le savoir, sans le vouloir, de manière inconsciente, nous allons reproduire des inégalités. Tout l'enjeu du travail qu'on a commencé à mener avec l'Union régionale des centres sociaux, d'abord sur les discriminations liées à l'origine et maintenant sur les discriminations liées au sexe, c'est justement de tenter, dans certains territoires, de se doter d'une culture commune et de voir ce que ça entraîne comme transformation dans nos centres sociaux, transformation dans nos pratiques, transformation dans nos activités. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire du travail qu'on a mené ensemble. Je voudrais juste souligner, puisque sur 3 autres territoires, le travail, la première étape du travail est close, et donc ils en sont maintenant à la mise en œuvre de plans stratégiques pour l'égalité, pour une mixité égalitaire, avec plusieurs acteurs de territoire qui agissent ensemble avec les mêmes axes pour transformer la réalité. Eh bien, je voudrais partir d'un certain nombre de constats. Alors, non pas pour nous contraindre à dire que ces constats-là sont les mêmes chez nous, quoique vous n'êtes pas sur la Lune, et donc ne soyez pas effarés si vous dites nous ça ressemble, mais il peut y avoir d'autres constats aussi qu'on pourra faire sur le territoire. Le premier constat, c'est un constat tout simple, qui est ce que j'appelle la tendance à la disparition des filles. C'est-à-dire qu'un certain nombre de centres sociaux, dans les 3 autres territoires que nous avons travaillé, constataient que autant nous n'avions aucune difficulté à avoir les filles quand elles étaient enfants, arrivées à l'âge de l'adolescence, eh bien, on s'apercevait que c'était plus difficile de stabiliser un public fille, avec pour certains centres sociaux d'ailleurs des disparitions complètes, et donc on se retrouvait avec un public de garçons. Avec d'autres, dans d'autres centres sociaux, on s'apercevait qu'il y avait une diminution, et donc ça posait la question. Spontanément, l'ensemble des explications, quasiment partout, était de considérer que c'était quelque chose qui était lié au caractère féminin. Au fait que, arrivé à l'adolescence, la puberté, il y avait un certain nombre de choses qui concernaient les filles et qui aboutissaient à ce qu'elles ne viennent plus au centre social. En interrogeant dans les 3 autres territoires, en questionnant, etc., on s'est aperçu que peut-être qu'il y avait cette dimension-là, mais qu'elle était loin d'être la seule, et qu'il fallait aussi interroger d'autres aspects, et en particulier, des jeunes filles qu'on a interviewées, par exemple, dans certains territoires, nous disaient, mais que voulez-vous qu'on aille faire dans un centre social où l'attitude des garçons nous amène à les fuir? C'est-à-dire où un certain nombre de comportements masculins conduisaient à ce que, pour se protéger, les jeunes filles s'en aillent. Et je le dis parce que ça, c'est des interviews qu'on a fait auprès des jeunes filles, et du côté des salariés, si on n'est pas vigilant sur cette dimension-là, on peut être aveugle à cet aspect-là. Donc, premier constat, qu'est-ce qui se passe, quels sont les processus qui conduisent à cette disparition des filles. Seconde dimension que l'on constatait, c'était que nous pouvions avoir que la mixité était globalement acquise. Plus personne ne remettait en cause l'idée qu'il était mieux, qu'il était souhaitable d'avoir des activités mixtes avec des garçons et des filles. Mais se posait la question, est-ce que cette mixité est égalitaire? Et là, on constatait quoi? Qu'à l'intérieur des activités mixtes, il y avait un partage du travail, un partage des tâches inégal entre garçons et filles. Pas seulement les salariés, pas seulement le public. Ce sont des petites choses qui peuvent paraître banales, mais on verra que ça a beaucoup d'importance, y compris au niveau du comportement des salariés. Je ne sais pas s'il y a des salariés de centres sociaux ici. Par exemple, personne ne le voit, ni les filles ni les garçons, quand on a posé cette question-là, dans les 3 territoires, a émergé l'idée du café. C'est rien le café. Mais spontanément, ce sont les filles qui font le café. On peut dire c'est rien, c'est secondaire. Quelle image on renvoie à notre public lorsqu'il nous voit avec une division des tâches de ce type-là?
Alors vous verrez que ça a toute une série de conséquences, parce que c'est bien entendu pas le fait que dans nos centres sociaux en face du café, c'est que ça vient confirmer que ce qu'on voit à la télé, c'est qu'il y a des tâches féminines et masculines, ce qu'on voit ailleurs, c'est des tâches masculines. Et donc ça conforte l'idée qu'il y a des tâches pour les filles et des tâches pour les garçons. Et donc ça a interrogé non seulement le public, ça a interrogé aussi nos comportements qui pouvaient avoir un effet sur le public. Et donc ça posait la question, en gros, la conclusion, ne le prenez pas comme une accusation, hein, puisque ce serait étonnant que, vivant dans notre société, les centres sociaux soient préservés de cela. On ne peut être préservé de cela que si on agit contre. En gros, on avait une mixité, même égalitaire, on avait une mixité inégalitaire. Il ne faut pas le prendre sous forme de morale, il faut le prendre comme un constat et voir ce qu'on peut faire à partir de là. Troisième constat qui était fait, c'était un constat, alors ça c'était pas général, c'est dans certains centres sociaux, un constat d'une masculinisation d'une partie des filles. C'est-à-dire au niveau vestimentaire, mais aussi au niveau comportement. Avec l'idée que c'était un phénomène de société globale qu'on n'arrivait pas à comprendre. Certaines filles parlaient comme avaient un comportement viriliste, un comportement d'affirmation, etc. Sans interroger la signification de cela. On constatait. On a des travaux d'enquête qui ont montré que cette tendance à la masculinisation dans certains territoires, alors c'est pas partout heureusement, eh bien c'est une réaction de protection. Lorsque vous avez sur votre territoire des filles qui finissent par être dans la caricature de ce que c'est qu'un garçon, c'est souvent pour se protéger. C'est une manière de se protéger, c'est-à-dire qu'elles se sentent en danger par rapport à au comportement d'un certain nombre de garçons. Et donc, c'était un constat qui nous avait amené à vouloir interroger et aller plus loin. On pourra y revenir, hein, je fais que citer pour l'instant. Quatrième constat que nous faisions, au-delà du public, la répartition des différents postes dans les centres sociaux, où là aussi nous constations qu'il y avait une répartition différente, sexuée, du travail. Hein. La référente famille était rarement un homme, d'où le fait de dire la référente. Et pas seulement du fait du directeur du centre social ou de la directrice du centre social, c'était aussi du fait des parents, qui auraient vu bizarrement qu'un homme s'occupe mais ça pose la question, c'est-à-dire qu'on reproduisait, parfois malgré nous, parfois parce que les parents n'auraient pas compris, malgré nous, on reproduisait quand même une répartition inégalitaire du travail. Donc il y avait des postes pour hommes et des postes pour femmes. Généralement, alors c'est pas 100%, hein, mais par exemple, généralement, la personne qui s'occupe des ados est un garçon. Alors après, il faut avoir plein d'exceptions, etc., mais il y avait cette tendance à une répartition. Alors bien sûr, on voit bien, en abordant cette question-là, ce que disait Moussa tout à l'heure. Ça ne dépend pas seulement du centre social, mais c'est important que le centre social le prenne en compte. C'est clair que si pour la garderie, vous mettez 3 garçons, vous allez avoir certains parents pour vous dire mais non, mais moi j'ai peur, surtout avec ce qu'ils voient à la télé, etc. Moi j'ai peur, etc. Donc ça ne dépend pas que de vous, mais c'est important d'avoir en tête que voilà, on a une inégalité héritée, transmise par ailleurs, et qui contribue à maintenir un fonctionnement inégalitaire. Cinquième constat qui a été fait dans ces différents centres sociaux, j'ai parlé tout à l'heure de la disparition des filles. Eh bien, il y a aussi dans certains autres centres sociaux la disparition des hommes. Le centre social perçu comme espace féminin. Alors là, on a aussi un certain nombre de travaux qui nous permettent de comprendre mieux ça. C'est aussi une dimension d'héritage. Les centres sociaux ont une de leurs origines, pas la seule, une de leurs origines, hein, si vous voulez qu'on aille plus loin, on pourra creuser, une de leurs origines qui est autour du familialisme. Et c'était effectivement, j'avais démontré dans une étude par exemple que la plupart des centres sociaux, jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, une trentaine d'années, la plus grande pièce, quand on entrait dedans, j'avais fait ça sur 300 centres sociaux, la plus grande pièce était la cuisine. Il y avait une cuisine, c'est l'activité cuisine, etc. Et donc on peut s'interroger sur, nos centres sociaux sont-ils interrogés sur pourquoi plus de femmes que d'hommes viennent? Il y a des choses qui sont indépendantes du centre social, mais il y a des choses qui renvoient au centre social. Est-ce que dans notre communication, dans notre présentation, dans les activités proposées, de manière pas forcément consciente, nous n'avons pas aussi construit quelque chose qui n'est pas entendable de la même manière pour les hommes et les femmes. Je fais exprès de caricaturer un petit peu pour vous faire réagir après, hein, mais tout cela, c'est des constats qui avaient été faits. Sixième constat,
qui est cette fois-ci un constat de ma part, et non pas des participants, puisque j'avais mené une enquête. Donc j'ai mené une enquête pour leur demander, mais c'est quoi quelles sont les différences entre hommes et femmes? Eh bien, le constat, c'était de considérer qu'il y avait, c'est un discours en termes de complémentarité. Donc en gros, pour l'essentiel, que ce soit administrateur, salarié ou public, ce qui était présenté comme la réalité des rapports hommes-femmes, c'était de dire il y a une différence, mais ils sont complémentaires. Or, on verra que l'idée même d'une différence, elle est à interroger. Tout dépend de ce qu'on appelle par là. Ça ne veut pas dire, je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux sexes différents. Mais c'est pas parce qu'il y a deux sexes différents que ça veut dire qu'on a deux cerveaux différents et donc deux compétences différentes, etc. Mais il y avait cette idée que, ben oui, il y a des tâches spécifiquement féminines et des tâches spécifiquement masculines. Et ça, c'était très ancré chez les hommes comme chez les femmes. Donc Moussa a raison de souligner tout à l'heure, ce n'est pas un problème les hommes contre les femmes, c'est un problème de système. Et il faut s'interroger sur comment on peut sortir de ce système. Parce que si on est là-dedans, il y a toute une série de choses qu'on n'interroge plus. On va considérer comme naturel que pour les enfants, ça soit des femmes, que pour les ados, ça soit des hommes. On va considérer ça comme naturel et on ne va pas interroger ce qui nous mène à produire nous aussi cette réalité. Autre constat qui était fait, l'impact des médias. Et en particulier l'impact des médias sur la manière dont les adolescents et les adolescentes envisageaient leur découverte à l'adolescence de la vie amoureuse, affective, sexuelle, etc. Avec toute une série d'images, on voyait les effets de la télé-réalité, on voyait une hypersexualisation qui apparaissait très tôt, parfois dès l'enfance, dans l'habillement de certaines petites filles, etc. Donc on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui bougeait au niveau des images médiatiques et qui avait des conséquences sur les rapports garçons-filles à partir d'un certain âge. Et beaucoup d'effets de ces impacts étaient des effets qui étaient perçus comme rendant plus difficile le rapport garçon-fille, en tout cas le rendant plus agressif, plus violent, etc. Et au détriment des jeunes filles. L'autre élément plus précis, dans cet impact des médias, mais je le mets comme constat à part parce qu'il a été très appuyé, c'est la dimension d'hypersexualisation très jeune. Alors je ne sais pas sur votre territoire, on verra, mais par exemple sur le territoire de Caudry, sur lequel on a mené ce travail, quand on a commencé à creuser un petit peu, toute une série de constats sont apparus sur, y compris des mères de famille qui étaient fières d'hypersexualiser leurs enfants, leurs petites filles, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se voit pas parce que c'est tout petit à petit que ça s'installe, mais très vite, nos petites filles sont transformées en objets sexuels, avant même qu'il y ait une maturité affective pour pouvoir se considérer comme sujet sexuel. Et donc il y a des connexions entre la maturité pour être sujet affectif et sexuel et l'enfance. Et donc là, très tôt, il y avait des mises en danger qui étaient extrêmement fortes. Et pas seulement par impact médiatique, c'est pour ça que je le sépare. Il y a un impact médiatique, mais il y avait aussi un certain nombre de mères de famille qui se valorisaient au travers de leur enfant Lolita. Alors après, moi qui pensais être un spécialiste dans ce domaine, comme quoi on apprend toujours, j'ai encore découvert, on me disait que dans les supermarchés, on vendait des strings pour enfants de 6-7 ans, donc ça indique bien qu'on est sur une dynamique collective, et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur les petites filles et les petits garçons qui grandissent dans ces conditions. Et enfin, le dernier constat que nous avions, c'était l'apparition d'une demande du côté des filles de lieux non mixtes.